Choix 98.1 Radio X. Oh my God, this is it. Marceau, le soir, avec Marceau. So awesome. Marceau, le soir. Radio X. Les commentaires de Maître Marc Bellemare, c'est maintenant. Comment allez-vous, Maître Bellemare? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Hey, c'est toi qui lis de la pub comme ça, là? Ouais, je suis bon, hein? En direct? Ah ouais, en direct. OK, on sait jamais si c'est enregistré ou si c'est en direct. C'est bien, hein? Je fais tout ça en direct, Maître Bellemare. OK, donc ça change d'une fois à l'autre, là. C'est jamais vraiment superposable, là. Non, tous les animateurs de la station sont cachés dans un studio, puis quand c'est leur tour, ben ils font la file. Mais celui-là que vous avez entendu de ma part, c'est tout le temps en direct. Maître Bellemare, achetez-vous des Lotomax, vous? Non. Non? Je gagne à tout coup, moi, j'en prends pas. C'est jamais arrivé. Ah, écoute, j'ai acheté ma carrière d'achat de loto, là, Ouais. ça doit faire 25 ans, j'avais acheté 2 billets de mini-loto. Ça coûtait 5 piastres en même temps. J'ai fait ça une fois dans ma vie. Ouais. Non, j'ai aucun trip de loterie, puis de gain, puis de casino. Puis quand je vais à Vegas, je mets 100 piastres dans la machine. Là. Ben, c'est juste pour triper, pour dire que j'ai fait de quoi. Là. Mais aucun intérêt. Je ne vibre pas à ça. Ben, j'en achète une couple de fois. Moi, quand les lots montent au-dessus, OK. quand l'Automax monte au-dessus de 50 millions, là, parce qu'en bas de ça, j'ai pas besoin, là, mais à partir de 50 millions, je dépense tout le temps un 5$ piastres en me disant, ben, qui sait, peut-être que ce sera moi. Puis ma peur, Maître Bellemare, c'est d'en acheter un, de l'oublier, parce que ça m'arrive souvent que je retrouve des vieux billets de loterie, puis que ce billet de loterie-là soit l'heureux gagnant de 50 millions de dollars. Tu sais, la combinaison gagnante de 50 millions de dollars. Puis actuellement, au Québec, là, ben, l'Auto-Québec recherche 3 millionnaires, dont une personne qui a acheté un billet à Québec. Ah oui, Fait que là, savez-vous ce que je vais faire à soir entre mes deux chiffres? un auditeur sûrement. À soir entre mes deux chiffres, je m'en vais fouiller chez nous. Là. je sais exactement où c'est que je mets mes billets là, quand j'en achète. Là, c'est tout le temps à côté sur le comptoir. Là. Puis je sais qu'il y en a 2 ou 3 de ce côté-là. Fait que c'est peut-être moi le t'as 12 mois. C'est Ah, 12 mais mois? C'est 12 mois. T'as Ouais. pas de 2 grands garçons à la maison, tu pourrais leur demander de checker ça puis leur dire que tu vas leur donner à moitié. Non, je ne fais pas confiance. Là. Ils peuvent aussi bien partir à courir avec la combinaison gagnante. Non, mais il faut être majeur, je pense. Hein? Oui, il faut être majeur. C'est Faut-tu ça. encore répondre à une question, non? Ah oui, dans le temps, c'était ça, hein, une combinaison. Il fallait que tu répondes à une Ouais, combinaison. parce que tu pouvais pas. Je pense que la loi interdisait que la loterie soit basée uniquement sur le hasard. Il fallait qu'il y ait aussi un élément qui soit pas le hasard, qui soit vraiment là contributoire. OK. Genre, quelle couleur est le ciel? Non, Bleu? c'était Ah, c'était genre. mathématique. Ah, OK. Encore là, si tu as passé ta journée dedans, comme moi, tu sais pas quelle couleur est le ciel. Ouais, c'est sûr. Alors, Donc- je perdrais mes 50 millions. Là. Donc, le gros lot, c'est à Québec, là, c'est 2 millions. Au Québec, 49. Donc, c'est sûr que c'est pas moi. Fait que entre mes deux chiffres, je vais pouvoir faire autre chose parce que je prends jamais du Québec 49. Mais pourquoi quelqu'un achète des billets de loto, puis Ils oublient. il perd? c'est parce Les que- perdre, là, je comprends, mais les oublier, franchement, ça fait dur. Les gens de votre génération, Maître Bellemare, là. Ouais. Ils oublient? Ou ils oublient pas? Non, mais il y en a dans votre génération qui en prennent régulièrement chaque semaine, puis ils ont comme, tu sais, leur petite... c'est comme leur petite... c'est une Habitude, filière, là. là, une petite filière, c'est là, ça. puis ils mettent le combinaison là-dedans, puis à chaque semaine, ils se pointent au dépanneur, puis ils ouvrent leur petite filière, puis ils font vérifier leur billet. Mais moi, je suis un peu débraillé. Moi, je prends le billet, je mets ça sur le bord de mon comptoir chez nous quand j'arrive, puis il reste là, puis je pense pas aller le faire vérifier la semaine d'après. Fait que c'est ça. Ah, mais c'est incroyable, en tout cas. Ah T'as-tu déjà gagné quelque chose? Oh, des fois, c'est des participations, là. Tout simplement. Mais Bon. j'ai jamais gagné de gros lots, là. Mais non, Ah oui, mais la ça me je réponse, suis c'est dû. non. Là, T'es dû, ouais. C'est poche, ça, là. Un vrai chèque, là. Mais ça me je suis- Êtes-vous pour ça, vous? On va changer de sujet. Là. Êtes-vous pour ça, vous, les bagarres au hockey? Non, je suis pas pour ça. Comment ça? Je suis pas pour ça, pas en tout. Ben, j'ai déjà été un peu pour ça, Ouais. mais dans mon jeune temps, là, dans le temps de John Ferguson, là, c'est pas d'hier, là, le numéro 22 Ouais. des Canadiens qui avait été photographié avec des gants de boxe. C'est vrai. Il avait dit après qu'il avait jamais boxé, c'était juste pour la photo. Mais dans ce temps-là, puis tu sais, Pierre Bouchard, pis ça, c'était des Ouais. combats, des bons combats, mais tu sais, c'était pas des gars qui étaient là juste pour se battre.
Non, je comprends. Mais on remplit le centre Vidéotron aujourd'hui, là. Puis il y a un combat là, sur la glace, là. Je sais pas, moi, c'est les Remparts contre Rimouski. Bon, ben, vous avez quoi, 12, 13 000 personnes qui disent non, on n'est pas pour ça, les bagarres au hockey. Puis tout d'un coup, c'est quoi, 12, 13 000 personnes qui sont debout en train de crier Let's go! Pète-za gueule! Cousin Dan. Ouais, c'est ça. L'humain c'est ça. est beau, hein? Sur papier, là, non, moi, je compte ça, les bagarres au hockey. Mais quand c'est sur place, par exemple, ils sont tous là, ils se lèvent debout puis ils encouragent leur équipe gagnante. Ils encouragent leurs joueurs. Mais dans la série Canada-Russie, là, la première en 72, là, moi, j'étais au secondaire dans ce temps-là, puis on avait eu congé pendant le match, le fameux match, je pense que c'est le 7e, là, que Anderson avait compté le but puis qu'il avait donné la série au Canada. Là. Ouais. À l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait Pete Mavlich, un grand gars du Canadien, 6 pieds 5. Ouais. Et lui avait dit, j'ai hâte de voir les petits Russes quand on va y rentrer dans la bande, puis que le Tretiak, quand il va recevoir une rondelle sur le long des oreilles. Mais tu sais, on a perdu solide. Le premier match, je pense qu'on l'a perdu à Montréal. Ouais. Et on a appris à ce moment-là qu'on pouvait jouer au hockey sans se battre, parce que les Russes, là, il y avait zéro violence. Là. C'était juste de la finesse. Uh-huh. Juste de la finesse. C'était tellement beau, puis nous autres, on avait l'air avec nos grosses épaules, on avait une gang de caves. Mais Pete Mavlich, là, 6'5", 205, mais c'était tout un joueur de hockey. Là. Je regarde ses saisons, là, il n'y en a pas une en bas de 50 points. Là. Oui, mais c'est parce qu'il était grand, tu sais. Il était beaucoup plus grand que les autres. Il avait une très grande portée. Puis Mario Lemieux a joué un peu comme ça aussi. C'est pas qu'il c'est un bon joueur, c'est certain, mais il était très, très grand. Ouais. Et à l'époque, les joueurs n'étaient pas aussi grands que ça. Aujourd'hui, 6 pieds 4, t'as l'air d'un nez, là. Mais dans le temps, il y avait beaucoup de joueurs en bas de 6 pieds. Hein. Ouais. Alors, imaginez, Alors, mais imaginez-vous actuellement, en 2021, un joueur des Canadiens qui dit ça d'un joueur américain, mettons. C'est sûr et certain qu'à l'île au génie, là, il y a des éditorialistes qui vont dire faut l'arrêter avant même qu'il commette son geste. faut l'échanger. Ouais, mais tu sais, les bagarres, moi j'ai fait 25 ans de hockey mineur. Hein. J'ai 4 enfants qui ont fait du hockey. 2 gars, 2 filles. Puis la peur que j'avais, c'était tout le temps qu'ils se blessent ou qu'ils se fassent rentrer dedans. Puis c'est dans sûr. un tournoi avec les gouverneurs à Sainte-Foy, il y a eu, je pense que c'est un tournoi de Pee-Wee deuxième année, quelque chose du genre. Et oui, parce que c'était le tournoi Pee-Wee ici à l'époque, c'était pas à Sillery, c'était à Sainte-Foy. Et il y avait eu un peu de violence, tu sais, il y a des coups de hockey qui s'étaient donnés. Puis je sais pas, on n'est plus là, à un moment donné. Là. C'est vrai qu'il y a de la violence dans certaines ligues, mais il y a tellement de blessés. Tu sais. Ouais. Mais Moi, il s'est pas passé. des gars qui ont eu des coups, là, des coups sauvages à Baie-Saint-Paul, puis à Clermont, là, puis écoute, là, c'est des blessures graves. Les gars s'en tirent avec des handicaps à vie, là, des traumatismes crânio-cérébraux, des commotions. Et comment est-ce qu'on peut être pour ça aujourd'hui? Là? En tout cas, moi, je compte. Ben oui, mais je veux dire, tout le monde va vous dire qu'ils sont contre. Là. Mais quand ça arrive, tout le monde est debout puis tout le monde encourage ça. Oui, je le sais, mais c'est une grande contradiction. Tu sais, les gens... Puis c'est sûr que le hockey, c'est un sport émotif. Hein. Quand c'est bien serré sur la glace, là, surtout dans les séries, là, c'est 3-3, puis il reste 5 minutes à jouer, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fâche, puis il y a quelques claques à la gueule qui se donnent, là. Ben, en quelque part, toi, si c'est ton équipe, si la claque à la gueule vient d'un joueur de ton équipe, ben tu vas avoir un petit soulagement, tu vas te sentir bien parce que il y a une claque à la gueule qui s'est donnée. Mais de façon générale, évidemment, il faut éviter ça. Puis c'est ça, la médaille revient au juge Simon Ricard. As-tu vu ça dernièrement? Oui, j'ai vu ça passer. Oui, il a condamné un joueur de hockey qui s'appelle Robbie Petitquet, qui joue pour le senior 3A à Latuc. Ouais. Et puis, il l'a condamné à 9 mois dans la communauté. C'est pas une peine très sévère, mais c'est quand même, au départ, une peine, un signal. Puis moi, j'ai l'impression qu'on est rendu là. Là, des gars qui sont sur la glace, parce qu'ils ont des gants puis des patins, il t'arrive en sauvage, là. Il a foncé sur un gars, Julien Gauthier. Le petit gars, l'agresseur, il joue essentiellement pour ses talents de bagarreur, parce qu'il n'a pas beaucoup de talent. Il est parti de côté, la victime ne l'a pas vu venir. Il a donné un coup au visage. Ah ouais, sur l'oreille, du moins. Il a perdu 50% de son audition. Le gars est tombé, il a sauté dessus. Tu sais, on en a vu de ça, là.
Il y a des fois que ça n'a vraiment pas de bon sens. Puis c'est sûr que le juge a choisi son cas, dans le sens que Exact. c'est une affaire qui n'avait pas de bon sens. Ouais. De toute façon, il a plaidé coupable, le gars, hein, tu sais ça? Oui. Là, c'est juste la peine là, de 9 mois dans la communauté. Il a plaidé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, puis pas n'importe lesquelles, des maux de tête, une perte d'audition de 50 comme tu as dit, étourdissement, probablement que c'est un TCC qu'il y a eu, un traumatisme crânio-cérébral. Et écoute, là, le juge, il va pas à peu près. Là. Puis moi, je suis bien content qu'il y ait un jugement qui soit rendu comme ça, parce que ça va. Les gars vont faire attention. Mais il faut faire une différence entre ça et une bataille. Tu sais, une bataille là où les deux décident de se battre, puis les deux sont en moyen de se défendre. Entre deux gentlemen. Ben, ça peut arriver. Des batailles qui sont un peu plus équilibrées. Il y a toujours un gagnant. Ouais. Mais tu sais, dans une mêlée générale, là, le gars qui arrive par en arrière, puis tu y fais pas face, là, il arrive par en arrière, puis il te donne un coup à la tête, surtout si t'as pas de casse. Franchement, il faut être con, là, tu sais. Entièrement d'accord avec vous. Le problème étant que si vous bannissez les bagarres, les gars vont tenter de se venger d'une autre façon et là, les blessures vont être pas mal plus présentes qu'actuellement où deux individus acceptent de lâcher les gants. Puis la plupart du temps, quand c'est deux gars qui acceptent de lâcher les gants, c'est bien rare qu'il y ait des blessures, si ce n'est qu'au poignet ou aux jointures, là. Parce qu'à part ça, les gars ils savent se protéger. Ceux qui jouent compétition, là, ils savent bien se protéger pour pas qu'ils soient trop maganés. Mais je suis d'accord avec vous. Je veux dire, l'individu a pogné l'autre de façon sournoise. Il fesse sur l'oreille. L'autre, il perd pratiquement connaissance. L'autre continue à fesser. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais de là à bannir au grand complet les bagarres à la grandeur du Québec, alors que le Canada au complet, c'est accepté. Les États-Unis au complet, c'est accepté. C'est parce que rendu dans les ligues plus professionnelles, on va bannir à un moment donné les mises en échec parce que c'est trop violent, les bagarres parce que c'est trop violent. Rendu dans les ligues professionnelles, ils vont faire quoi, nos joueurs, s'ils ne sont pas capables de faire face à l'adversité ou à la stupidité humaine? Là? Les bagarres, ils sont déjà bannis. Je veux dire, t'as pas le droit de te battre. Là. Non, ça joue dans les nationales. Il y avait encore des bagarres hier. Là, c'était les premiers matchs. T'es puni si tu te bats, mais tu pourras jamais vraiment empêcher les bagarres parce que tu vas avoir des gars qui vont se battre pareil. Mais il faut augmenter les peines. Maintenant, dans la Ligue nationale, c'est une autre affaire, parce que là, tu sais, un jugement comme ça, là, le hockey mineur, ça va, tu sais, c'est des gars qui jouent pas professionnels ou semi-professionnels. Bon, mais dans la Ligue nationale, là, tu fais quoi quand t'as un cas, là, le capoté qui avait frappé Marc Tardif sur le bord de la tête? Oui, mais là, on parle des années... Joué, là. On parle des années 80, Simonac. Non, ça arrive plus aujourd'hui. Non, mais il y en a eu, Brashear, il a reçu un coup, c'est pas des années 80, ça, c'est au début des années 2000. Il a pas reçu un coup de poing, il a reçu un coup de poing, il a reçu un coup de bâton. McSorley, ben oui, mais c'est quoi la différence? Non, mais je veux dire... Ben, c'est un coup de bâton versus un coup de poing. Il y a encore des coups qui se donnent. Mais la Ligue nationale, c'est une autre affaire, là, parce que là, s'il y a des accusations de nature criminelle qui sont déposées au Québec ou en Ontario contre un joueur américain, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas passer la frontière? Ça veut dire qu'il s'il vient ici, il risque d'être arrêté puis jugé? Alors, ça crée... ça soulève un paquet de questions. Maintenant, en tout cas, au moins du côté du hockey mineur, il va y avoir... mais Enrico Ciccone, le député, là, lui, il veut plus de bataille pantoute. Ouais, c'est où son comté, lui? Ah ben, je pense que c'est Saint-Louis, dans l'ouest de Montréal. Exact. Et à dire le contraire, c'est sûr et certain qu'il se ferait crucifier sur la place publique. Mon point est que dans la Ligue nationale, vous enlevez les bagarres, il va y avoir des coups de salaud encore pires. Je dis pas que je suis pour les bagarres, je me demande juste qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enrayer ces fameux coups de salaud-là. Tu sais, coups de bâton, double échec d'en face, c'est encore pire selon moi que deux gars qui acceptent de jeter les gants puis de se battre l'un contre l'autre. Ouais, mais de toute façon, la violence, ça n'a pas sa place, là. Alors, si t'es pas capable de jouer au hockey comme du monde, là, tu joues pas, ben on va jouer avec une gang là, de ton niveau. Mais si tu joues dans un niveau supérieur à ton talent, simplement parce que tu es capable de te battre, mais là, il y a un problème. Alors, je comprends tout ça. C'est juste que parfois, la vie réelle versus la vie des calinours, c'est un peu différent, là. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est juste pour régler des comptes. Je prends, par exemple, l'année passée dans les séries, quand Corey Perry a accidentellement blessé John Tavares. Mais là, Nick Foligno a dit à Corey Perry, écoute, on va dropper les gants, on va se battre, puis après ça, c'est problème réglé. Au lieu d'un coup de chien dans le dos d'un autre joueur pour blesser quelqu'un d'autre. Fait que, des fois, c'est comme un duel dans la vieille France. Là. Exact. C'est ça. Puis aussi, il y en a maintenant qui donnent des cours. Je pense à Ryan Reeves qui vient, qui est avec les Rangers de New York. J'ai vu une vidéo passer hier ou avant-hier où il apprenait à des plus jeunes comment bien se battre. Fait que, c'est là qu'on est rendu, je pense. Oui, mais c'est ce qu'on enseigne à nos gars aussi, à nos filles. Hein. Comment donner un bon coup de poing, comment se défendre, surtout
surtout se défendre. Ouais, Pas ouais. attaquer gratuitement, mais moi, j'ai appris à mes enfants comment se battre. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te saute dessus? Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te pousse? Comment tu réagis si tu es pris dans une altercation? Il y a une façon de donner un coup de poing pour que ça fasse un peu plus, là. Sans que ça soit violent, tu sais, mais apprendre à nos enfants à se défendre, je pense que c'est un principe éducationnel, là. Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo de Todd Bertuzzi quand il avait frappé un sucker punch qu'on appelle, là, quand il avait frappé Steve Moore par derrière directement sur l'oreille. Il avait mis fin à la carrière de Steve Moore. Ça, il faut jamais que ça arrive, là. Non, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive, là? Quand tu reçois un coup comme ça, là? Mettons que c'est au Madison Square Garden, il y a quelqu'un qui donne un coup comme ça. Penses-tu que le gars va être accusé au criminel? Parce que c'est pas parce que ça arrive sur la patinoire que c'est pas un acte criminel. Alors, c'est jamais arrivé. Est-ce que ça va arriver un jour? Je ne sais pas. Mais il y a de la grosse business là-dedans. À un moment donné, on fait de la politique. Hein. La justice aussi, là, c'est le procureur général d'un État ou d'une province qui va porter des accusations. C'est quand même étonnant qu'il n'y en ait jamais eu, mais avec ce précédent-là qui s'en vient, qui est arrivé, là, le juge Ricard, là, 9 mois dans la communauté, à ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu des condamnations civiles. Des joueurs qui ont poursuivi au civil pour des dommages. Ben, ça a été le cas de Todd Bertuzzi là, versus oui, Steve on en a Moore. parlé l'autre fois. Là, Ouais. tu sais, le condamnation civile contre l'équipe, contre la Ligue, contre le joueur, parce que le joueur n'est pas solvable, fait que tu poursuis la Ligue en même temps qui a toléré ce genre de comportement-là. Mais au criminel, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Maître Bellemare, on parle maintenant d'inspection de bâtiments. Ouais, si tu achètes une vieille piole, là, Oui. je comprends que toi, tu achètes juste du bon stock, là, des belles maisons toutes clean, là. Mais si tu achètes une vieille piole, là, une vieille maison, il faut que tu saches que les tribunaux considèrent que plus la maison est vieille, plus tu dois être prudent dans l'inspection. Si tu achètes quelque chose de neuf, le niveau de preuve va être un petit peu moins exigeant parce que tu t'attends à ce que ça soit du neuf, donc à ce qu'il n'y ait pas de vermine, à ce qu'il n'y ait pas de coups d'eau, à ce qu'il n'y ait pas de moisissure. Mais c'est sûr que si tu achètes un vieux bâtiment, plus le bâtiment est vieux, moins tu as de connaissances aussi en construction, plus tu as l'obligation. Parce que tu risques de trouver des choses Ouais. qui ne feront pas ton affaire. Et quand tu exerces ton recours en responsabilité, pour vice caché, à ce moment-là, le juge va avoir des exigences beaucoup plus élevées par rapport à toi, surtout si tu es un novice puis tu ne connais pas la construction. Il va avoir des exigences beaucoup plus poussées parce que tu sais que quand tu achètes une vieille bâtisse, les risques sont élevés que tu trouves des choses éventuellement. Là. Mhm. Que ce soit une voiture ou que ce soit un bâtiment, dans les deux cas, c'est la même chose. Alors, c'est quelque chose que tu dois savoir. Dans l'immeuble, c'est important. Un acheteur prudent va faire un examen plus minutieux du bâtiment parce que il y a un risque de trouver des choses, surtout quelqu'un qui achète, par exemple, dans le Vieux-Québec ou dans Basseville, doit être beaucoup plus prudent, faire des inspections 2 fois plutôt qu'une pour être bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que si tu achètes puis que tu trouves des problèmes de la moisissure ou des problèmes structurels dans le bâtiment, tu risques de perdre ton recours. Entièrement d'accord, mais de plus en plus, des gens qui achètent sans garantie légale là, parce qu'ils veulent accélérer le processus des choses, parce que la surenchère des maisons est juste hallucinante. Pour ce qui est des immeubles, c'est la même chose. Il y a même des entreprises qui disent ben on va l'acheter, votre immeuble, puis on va l'acheter sans garantie légale, il n'y a aucun problème. Mais c'est important de dire que même si la personne veut vous vendre sans garantie légale, vous pouvez faire vérifier l'immeuble quand même pour vous protéger, surtout si vous connaissez pas ça. Puis vendu sans garantie légale, ça veut pas dire que c'est de la scrap, tu sais. Moi, quand j'ai acheté à Lévis, la dame avait 85 ans, il en restait pas long à vivre, elle s'en allait en résidence. Elle voulait pas prendre les risques de se faire poursuivre à 85 ans. Donc, elle a vendu la maison sans garantie légale, mais moi, je l'avais fait vérifier par un inspecteur en bâtiment, là. Oui, c'est ça, mais il y a des fois que c'est pas facile de trouver un inspecteur qualifié. Tu sais, si tu achètes une bâtisse là, de 150 ans dans le Vieux-Québec, là, c'est qui est compétent pour vérifier ça? Tu sais, les murs de 2 pieds d'épais en pierre, là, c'est pas évident. Tu sais, alors, faut essayer de trouver. Parce que réparer un tuyau dans ce genre de maison-là, ça peut coûter 3-4 000 piastres. Oui, certains inspecteurs sont capables de faire une évaluation de la qualité de l'air avec des appareils, sont capables de voir l'humidité aussi, s'il y a de l'humidité, les champignons, tout ça. Je veux dire,
ils peuvent quand même faire certains tests. C'est sûr que c'est visuel. Ils ne commenceront pas à creuser autour de votre salage pour savoir s'il y a des fuites, là. Mais il n'en demeure pas moins que je trouve que quand on prend un inspecteur en bâtiment, dûment formé, là, il est capable de t'en dire pas mal plus que ce que toi t'en sais quand tu n'es pas vraiment au courant de tout le code du bâtiment. Oui, puis le vice caché, là, c'est pas le dommage qui est dû à l'usure normale du bâtiment. Ce que je veux dire, c'est que si la bâtisse a 100 ans et qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a, je sais pas, un affaissement d'une structure ou un problème de plomberie ou un problème d'électricité qui est relié à l'usure normale du bâtiment, tu ne pourras pas l'invoquer comme vice caché. Un vice caché, c'est vraiment quelque chose à quoi on ne peut pas s'attendre dans le contexte de l'achat d'une maison X. Là. Si c'est relié à l'usure normale, puis Dieu sait qu'une maison de 75-100 ans, l'usure normale peut impliquer beaucoup, beaucoup de dommages, beaucoup de choses à réparer. Tu dois savoir qu'une maison de 100 ans, ça présente un certain nombre de problèmes. Ouais. Ce ne sont pas des vices cachés. Des vices cachés, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas détecter, puis qui est un problème qui est invraisemblable compte tenu de l'âge et de la constitution du bâtiment. Et il faut savoir aussi que quand tu poursuis pour vice caché, il faut que tu dénonces le vice dans un délai raisonnable. Tu ne peux pas arriver 5 ans après et dire « Hey, il y a un vice caché ». Parce qu'il faut que tu donnes l'opportunité au vendeur d'expliquer sa conduite, d'expliquer le problème, puis lui-même de faire vérifier le bâtiment avant que tu fasses des réparations. Tu vas avoir droit à des dommages-intérêts. Des dommages-intérêts, donc un montant symbolique parce que le vendeur t'a menti en ne dénonçant pas le vice, uniquement si tu peux prouver que le vendeur savait qu'il y avait un vice caché. Parce qu'il peut y avoir des vices cachés, des fois, qui sont inconnus même du vendeur. Ouais. Donc, quelque chose qui est d'un mur, je sais pas moi, quelque chose qui couvre d'un mur, un problème d'isolation, un problème d'effondrement, un problème d'eau. Des fois, le vendeur lui-même ne le sait pas. Alors, si tu peux pas prouver que le vendeur savait qu'il y avait un vice caché, il connaissait l'existence du vice caché, parce que c'est, par exemple, s'il y a des problèmes de vermine, puis qu'il a passé un coup de rouleau par-dessus ça, ou tu sais, s'il a essayé d'abrier un problème d'infiltration d'eau, à ce moment-là, tu peux le prouver qu'il a voulu cacher ça, puis là, il y a des dommages d'intérêt. Puis des fois, les dommages d'intérêt vont être encore plus importants que le montant que ça coûte pour réparer le vice. Okay. Avant de passer aux questions d'un auditeur, il y a des questions très pertinentes à vous poser. Juste parler des fameux vices cachés, parce que l'auditeur me dit, ça arrête tout, les fameux vices cachés, quand le propriétaire est propriétaire pendant 6 mois. Y es-tu responsable de quelque chose? Si tu es acheteur, puis il y a un vice caché, tu reviens contre l'ancien propriétaire immédiat, donc celui à qui tu as acheté la maison. Si le propriétaire de cette maison-là était propriétaire pendant 6 mois, lui, il n'était pas au courant de ça, ben, c'est lui qui va devoir poursuivre son ancien vendeur. Oui, tu peux faire ce qu'on appelle un appel en garantie. C'est-à-dire que tu vas poursuivre celui qui t'a vendu. C'est sûr que si tu l'as possédé pendant une très courte période, de 6 mois, bien que dans 6 mois, tu es supposé savoir pas mal comment le bâtiment est constitué. Là. Ouais. S'il y a des souris, s'il y a des fourmis, à moins que tu aies acheté en octobre puis que tu aies vendu en avril, mais même là, des fourmis, des fois, il peut y en avoir même en hiver. Hein, ils rentrent plus encore en hiver. Les mulots, c'est la même affaire. Alors, dans 6 mois, là, de dire que tu n'es pas au courant de rien, c'est particulier. Mais c'est vrai que tu as un recours, toi, contre l'ancien vendeur qui pourrait être tenu responsable éventuellement, puis la chaîne est interminable, là, parce que si c'est un vice qui origine de 2-3 propriétaires antérieurs, ben là, c'est la chaîne des poursuites là, à ce moment-là. Mais c'est assez rare que ça se passe. D'habitude, c'est le propriétaire qui vend, qui est responsable face à l'acheteur. Et quand tu achètes un bâtiment, assure-toi que tu es au courant de ce que tu achètes. Là. Parce que si tu vends puis tu dis « je l'avais pas vu » ou « je le savais pas », mais toi-même, tu dois faire la preuve que tu le savais pas puis que tu avais des bonnes raisons de pas le savoir. Parce que si tu as fermé les yeux, c'est pas une excuse. Là. Tu peux être appelé à payer quand même. Exact. On va terminer avec ça, les 2 questions d'un auditeur. Je pense que c'est l'auditeur le moins chanceux de la Terre. Là. J'ai porté plainte il y a plus de 3 ans pour agression physique et sexuelle. Je suis en procédure contre mon père pour agression physique et sexuelle entre 7 et 15 ans. Je suis un homme de 44 ans. Mon père est agresseur à 72 ans.
mon agresseur m'a brisé physiquement, il m'a brisé un genou, un pied, une main, il m'a frappé à la tête, j'ai eu des problèmes de santé toute ma vie avec des blessures et des handicaps. Est-ce que la personne peut le poursuivre au civil en même temps que le procès criminel? Bien sûr. Maintenant, c'est possible parce que il y a déjà un an et demi, le Code civil a été modifié pour permettre les poursuites sans limite de temps contre une personne qui vous a agressé sexuellement ou qui vous a maltraité comme enfant. Parce que la levée de la prescription, parce qu'avant ça, on avait une prescription de 3 ans ou de 30 ans, dépendant des situations, là, mais maintenant, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de délai de poursuite. Tu peux poursuivre, même il y a un recours collectif auquel je participe actuellement là, à Québec contre le clergé. Et ça revient jusqu'en 1940. Alors, on peut aller sans limite de temps, agression sexuelle, maltraitance d'un enfant. Alors, il y a des gens qui n'ont pas été agressés sexuellement et qui ont été battus. Alors, des recours civils, il y en a, puis dépêchez-vous, parce que papa, il a 72 ans, donc il ne faut pas trop tarder. Okay. Et comment ça fonctionne? Parce que ce que l'auditeur me dit, puis c'est la deuxième question, dans son cas, à lui, c'est pas quelqu'un de très, très fortuné. Vous comprendrez qu'il a été lourdement hypothéqué là, suite aux agressions de son père. Comment ça fonctionne s'il n'y a pas les moyens de poursuivre au civil son père? Bien, c'est ça le problème. C'est que tu peux avoir une condamnation et que tu ne pourras jamais exécuter. Une condamnation, ça veut dire que tu obtiens un jugement devant une cour civile qui va dire oui, monsieur a battu l'enfant, oui, il est responsable, parce que c'est la règle de la prépondérance au civil, hein, c'est pas une preuve hors de tout doute, ça prend une preuve de probabilité. Donc, si tu peux prouver par prépondérance de preuve que tu as été battu, que tu as subi des dommages, bien là, il va y avoir une condamnation. Mais c'est sûr que si la personne n'est pas solvable, il va y avoir un jugement qui ne pourra jamais être exécuté. Donc, tu n'auras jamais satisfaction. Mais des fois, il peut y avoir des collaborateurs. Des fois, il peut y avoir des complicités. Il peut y avoir des gens qui ont encouragé ce type de comportement-là. Des fois, ça peut être le grand-père. Des fois, ça peut être un voisin. Des fois, il peut être 3-4 agresseurs en même temps. Et tu peux avoir, à ce moment-là, une faute solidaire qui fait que tu peux poursuivre l'ensemble des gens qui t'ont agressé ou qui ont toléré cette agression-là, et tu vas aller chercher le montant d'argent auprès de la personne la plus fortunée parmi ceux qui sont condamnés. Alors, c'est pour ça qu'on le disait tantôt, des bagarres au hockey, les victimes vont poursuivre l'agresseur, mais aussi le club, la ligue, parce qu'il faut essayer de trouver à l'intérieur des gens qui sont condamnés, qui sont poursuivis, quelqu'un qui est solvable. Parce que c'est sûr que si tu poursuis juste une personne qui est en chômage, qui est sous l'aide sociale, qui n'a pas de bien, à ce moment-là, tu pourrais te retrouver avec un jugement qui ne sera jamais exécuté. Puis, tu auras la satisfaction d'avoir obtenu gain de cause, là, mais tu n'auras pas nécessairement de montant d'argent au bout de la ligne. Il y a aussi l'IVAC. L'IVAC peut indemniser pour ce type de crime-là. Maintenant, il faut réclamer à l'intérieur des 2 ans qui suivent l'agression, mais de plus en plus, les tribunaux sont ouverts à extensionner ce délai-là. Si tu peux prouver que tu as retardé avant de réclamer pour des raisons de traumatisme psychologique ou de honte, à ce moment-là, l'IVAC peut accepter des cas. J'ai fait accepter un cas il n'y a pas longtemps, après 47 ans. Oh, OK. Donc, dans le cas de l'auditeur, ça pourrait être applicable. Bien, il n'y a rien à perdre à réclamer à IVAC, effectivement. OK. Puis peut-être que c'est moi qui écoute trop de films là, concernant le droit, mais est-ce qu'un avocat peut prendre une cause avec un certain pourcentage sur le montant qu'il va aller chercher? Bien, la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Dans ce genre de poursuite-là civile, la plupart du temps, c'est des pourcentages. Maintenant, l'avocat, avant de s'embarquer dans une poursuite au pourcentage, il va s'assurer, 1, qu'il y a une cause qu'il peut réussir à gagner, et 2, une bonne condamnation, et 3, de pouvoir exécuter son jugement. Parce que si lui fait tout ce travail-là, puis qu'au bout de la ligne, le défendeur n'a pas une scène, bien là, il y aura 20% ou 25% de rien, bien c'est rien. Hein? Effectivement. Ah, c'est pas évident hein, quand on pense à ça. Exact, ouais. Maître Bellemare, pour des dossiers de CNESST, d'IVAC et de SAAC, on peut vous contacter? Oui, absolument. Bellemare Avocat sur Internet, c'est facile à trouver. Vous avez un site avec des capsules, des questions-réponses et un numéro de téléphone si jamais ça ne suffit pas. Bonsoir. C'est beau. Salut, bonne semaine. On se reparle lundi. Bye-bye. OK, bye. Marceau, le soir. Radio X.